Bonjour, bienvenue aux entrevues d'inspiration. Ici Zahra Issani. Je suis aujourd'hui avec Mireille Bédard. Bonjour Mireille. Bonjour Zahra. Comment vas-tu? Bien, et toi? Ça va bien. J'avais hâte, très hâte, que vous la rencontriez. Mireille, on va rentrer très vite dans le vif du sujet. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la dépression. Et tu as des statistiques pour commencer avec la dépression qui sont alarmantes. Ouais. Est-ce que tu veux y aller? C'est vrai que c'est pas rassurant. Moi, quand j'ai fait la recherche pour mon livre, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documentée. Une des statistiques, il y en a plusieurs, qui m'a frappée, qui est assez récente. C'est selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est quand même pas un petit organisme dans le fin fond d'un sous-sol d'église, sans dénigrer. Mais quand même, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a décrété qu'en 2020, ça veut dire demain dans le fond, on est en 2017, la dépression majeure sera la deuxième cause d'invalidité dans le monde. Incroyable. Avant, c'est les maladies cardiovasculaires, aussi, prêt à ça, mais quand même, ça... Il y a des gens, même dans certains... J'ai vu un reportage fait en France il n'y a pas très longtemps. Et il y a des questionnements. On dit, est-ce qu'on parle d'une épidémie, d'une pandémie? Je ne sais pas, mais moi, quand même, je considère que c'est un fléau social mondial. En tout cas, tout l'Occident et même l'Orient, maintenant, est touché par ça, par la dépression. Et c'est une maladie, parce qu'on oublie souvent de le dire, de le préciser. On en reparlera plus tard, mais c'est une maladie et qui touche un grand pourcentage de personnes. C'est pour ça qu'on parle en 2020 de dépression majeure. Mais les troubles de santé, les troubles d'ordre mental, ça touche au Canada, par exemple, une personne sur 5. Possiblement 4. En France, on dit que c'est une 4. Aux États-Unis, alors, bon, c'est à peu près. Mais ça existe, c'est une personne sur 5 et la dépression majeure est un des troubles qui est le plus courant. Et aussi, comme on dit souvent, moi je dis aux gens, on parle de maladie mentale, mais je dis, on faut parler de santé mentale. Et si on parle de santé mentale, tout le monde a une santé mentale. Ça concerne tout le monde, puis on veut tous la préserver, notre santé mentale. Et tout le monde aussi connaît quelqu'un proche qui a ou aura une dépression, vivra une dépression. Moi, à chaque fois que j'en parle avec des gens, très spontanément, je le dis ouvertement parce que j'ai écrit un livre, je ne serais pas je suis sortie du placard, comme on dit, mais tout le temps, à chaque fois que j'en parle à des groupes comme ça, je suis dans une 3 personnes, un peu plus, puis là, les gens, tout de suite, ils se confient. Justement, c'est comme s'ils disaient, c'est plus honteux que parler de je sais pas quoi, du sida ou de je ne sais trop, une maladie honteuse. Ma belle-sœur, justement, puis on a elle dans là, puis je me demande. Alors, c'est là que je me rends compte que les gens, il y a une stigmatisation énorme. Il y a un tabou. Je vais rebondir là-dessus, comme on a parlé plusieurs fois. Oui, j'ai parlé beaucoup déjà. Je vous le mets à l'écran ici. C'est un livre qui m'a touchée. Je l'ai reçu très... tu me l'as envoyé, je l'ai reçu en 2-3 jours, je pense que je l'avais lu. Premièrement, je dois dire que juste au feeling, il apporte une telle douceur. Et ça, je ne sais pas si c'était arrangé par le gars des vues, mais en tout cas, une telle douceur. Et à l'intérieur, vous avez une personne qui se livre, une personne qui est Mireille, qui parle de son histoire, qui parle de ce que tu as vécu. Tu racontes ce que tu as vécu. Et justement, qu'est-ce qui a fait que tu oses en parler? Parce qu'on sait, les gens n'en parlent pas, les gens ne veulent pas que ça se sache. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as décidé de sortir de l'ombre et d'en parler? Les gens quand même en parlent un peu plus maintenant, Dieu merci. Il faut en parler, c'est comme n'importe quoi. Plus les gens vont en parler, plus on va déstigmatiser. Mais moi, personnellement, pourquoi je l'ai fait? En fait, j'avais commencé à faire des conférences avant même d'écrire le livre. Parce que moi, j'ai fait une dépression grave, majeure,
qui m'a obligée à être hospitalisée pendant 1 an au Club Med de l'hôpital St. Mary's, comme je dis, mais il n'est pas dans les guides de voyage, celui-là. Faut en rire maintenant, mais... C'est bien de le voir. Hein, c'est bien, mais ça prend un recul. Ouais. Et c'est souvent ça qui ça prend un recul, hein, pour en parler, bien en parler, puis pas être dans l'émotion. Et bon, moi, c'est arrivé il y a, au début des années 2000, ça fait déjà un moment, ma dépression majeure. Et à partir des années peut-être 2007-2008, étonnamment, d'une façon un peu ironique, l'hôpital où j'avais été hospitalisée m'a approché, moi, pour que je fasse partie d'un comité d'amélioration de la qualité des soins, tout ça, à titre de représentante de patients. Donc, j'ai commencé à m'impliquer en santé mentale comme ex-patiente, utilisatrice de services, dans des comités comme ça. C'est allé de fil en aiguille, d'année en année, que je me suis de plus en plus impliquée et que je me suis de plus en plus documentée, etc. Puis j'ai eu un recul aussi et une réflexion, rencontré toutes sortes de gens, tu sais, j'ai été dans des organismes, tout ça, et à un moment donné, c'est ça, j'ai commencé à faire une conférence parce que justement, les gens disaient, mais tu devrais parler, tu parles, tu t'exprimes bien, tu te connais tellement bien, puis les gens ont besoin, me semble, d'entendre ci. Alors, ils m'ont offert la première plateforme dans le réseau de la santé. J'ai commencé à faire des conférences, après ça s'est élargi. Et, pardon, il y a 2 ans, ça a été publié il y a un peu plus d'1 an, il y a quelqu'un qui m'a approché et qui voyait ce que je faisais et qui m'a dit, est-ce que tu crois que tu pourrais écrire un livre autour de ça? Parce que je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant pour une nouvelle collection et ça correspond à ce qu'on recherche, la collection qui s'appelle Sens et Vie. Donc, donner du sens à ce que tu as vécu, et c'est la vie. Et ce que j'aimais de ça, parce que de parler de moi, oui, mais moi, je voulais élargir ça. Pour que, oui, c'est toujours intéressant d'entendre l'histoire de quelqu'un, ce que tu as vécu, mais ce que je faisais déjà dans les conférences et que je fais dans le livre, c'est que je veux toujours que ça soit soutenu par la recherche scientifique, des données, tout le côté, c'est ça, plus scientifique, plus large, au-delà de mon expérience, et de le regarder aussi socialement, sous tous les angles. Tous les angles, différentes facettes. Alors, ça a été, c'est beau. Et c'est donc de parler de moi, de mon expérience, je le savais que ça allait apporter aux gens de l'espoir, puis je donne des pistes de solutions. Il y avait quelque chose de... Mais c'est ça qui est bien, c'est que tu parles de ton histoire, puis on voit ta vision aujourd'hui, après on voit ta vision d'avant, et en même temps, il y a les pistes de solutions que tu peux apporter. Bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, voici les étapes, il y a plusieurs étapes. Je n'irai pas te challenger sur les étapes. Mais je sais que j'en ai, par exemple, il y a les 8 assises de la reconstruction des signes de soi. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais avant même de rentrer là-dedans, j'ai presque envie de dire, c'est quoi la dépression? Parce que là, on a parlé de santé mentale, on a parlé de dépression, mais juste pour aider un peu la personne qui nous écoute, c'est quoi exactement? Ben, c'est un peu comme, quand je le dis en conférence, ou dans le livre, c'est que les gens, des fois, vont confondre déprime et dépression. La déprime, tout le monde connaît ça dans sa vie. On peut la vivre à différents moments, à plusieurs moments dans notre vie. Ça peut durer 1 heure, une journée, 2-3 jours, je sais pas. Tu sais, on blues, on a moins le goût, on est fatigué, on n'est pas, je sais pas, là, tu sais, on l'a pas, là, ça nous tente plus. C'est ça. C'est de la déprime. La dépression, c'est un peu, comme je dis, le battement de cœur qui, à un moment donné, au lieu de... il va de plus en plus diminuer et ça va être une longue ligne plate au niveau de la vie émotive, de la psyché. Il y a quelque chose qui va s'éteindre tranquillement et il y aura c'est comme si la vie intérieure s'éteignait. Tu sais, en anglais, ils vont dire « a nervous breakdown ». A breakdown, tu sais, c'est l'effondrement, un breakdown. Et c'est l'effondrement intérieur. C'est un effondrement intérieur de ton système psycho-neuro, tout ce que tu veux. Ça se parle au niveau du cerveau. La connexion n'est plus là. Et un autre exemple que je vais donner, des fois, je vais dire, c'est un peu comme imaginez, vous êtes dans votre voiture, assis dans votre voiture, vous avez la clé de votre voiture.
vous la mettez dans où il y a le signal Le contact. contact, ignition. Vous tournez la clé. C'est votre voiture, c'est votre clé, là. Vous tournez. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a même pas un petit... ou un... Plus rien. Il n'y a plus de contact. Pourtant, c'est votre voiture, c'est votre clé. Puis là, le monde va te regarder et vont dire, ben là... Il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de goût, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus rien. La connexion n'est plus là. Donc, au niveau de la chimie du cerveau, au niveau de tout ce qui se passe au niveau neuropsycho, cette connexion-là n'est plus là. Alors, on n'a plus envie de... Tout ce qu'on aimait faire, on n'a plus envie de le faire. Des fois, les émotions, on peut des fois pleurer, oui, tout ça, mais comme moi, par exemple, pendant presque 1 an, je n'ai pas souri, encore moins ri. Et moi qui est quelqu'un plutôt qui aime la vie, là, disons, passionné, c'était comme pour les gens, c'est un choc de me voir, quand ils viennent me voir à l'hôpital, là. C'est comme si tu as la personne, la carcasse est là, mais tu ne la reconnais pas. C'est comme si la personne à l'intérieur n'était plus là. On dit, moi, j'ai cancer de l'âme, c'est pas moi qui ai inventé il y a l'esprit, l'âme, on dirait qu'il y a quelque chose qui est plus là, derrière le regard. Là, tu sais, là, on dit qu'il y a le miroir de l'âme, le regard est éteint. Alors, la vie est éteinte et c'est ça qui... Tu n'as plus de volonté, tu n'as plus de plaisir, tu n'as plus de motivation à rien faire, tout ce que j'aimais faire. Tu sais, je suis une artiste, là. Moi, veux-tu danser de la musique, veux-tu... J'aime manger. Je n'avais plus goût à rien. C'est tranquillement, c'est ça. C'est comme une mort vivante, à quelque part. Tu sais. Surtout en dépression majeure. La question, justement, tu as parlé de ta carrière, parce que tu avais une carrière, tu es une artiste multiple talents, j'ai envie de dire, tu fais beaucoup de choses. Comment les autres ont réagi? Comment ton entourage a réagi? La famille? Oui, c'est un choc. Tu sais, il y a une publicité je pense que je le regarde dans le livre, mais il y a une publicité tu sais, on parle beaucoup du cancer. Et c'est correct, c'est une maladie qui est grave et qui est... Bon, j'ai des gens proches qui l'ont vécu. Et il y avait une publicité, à un moment donné, à la télé, qui était que la personne... Moi, je suis le docteur, ou tu es le docteur, tiens, je suis la personne, et tu m'annonces que j'ai un cancer. Tu fais le diagnostic. Et la personne qui reçoit le diagnostic, elle part par en arrière, sa chaise bascule par l'arrière, et les autres personnes de son entourage aussi basculent. C'est ça. Ben, moi, je te dirais que la dépression, là, c'est peut-être pas aussi spectaculaire, mais ça a ce même impact. Les gens autour de toi, parce que c'est souvent, on a, au niveau des préjugés de la maladie de la dépression, les gens vont penser que c'est ça, c'est comme la déprime, tu te laisses aller, comment? Un petit coup, mais comme je dis, le taux, il n'y en a plus de contact, c'est avance. Je peux pas, tu sais, j'étais quelqu'un d'hyper, qui était très motivé toujours dans la vie et très passionné, mais là, je peux pas, je suis pas capable, il n'y a plus rien. Alors, mais les gens, ils te reconnaissent pas, ils comprennent pas, ils disent, voyons, tu as toujours été quelqu'un de passionné, enthousiaste, etc. Voyons, qu'est-ce que tu as? Vas-y. Alors, ça, c'est un grand choc pour les gens. Ensuite, ils se sentent très impuissants. Là, ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Il y a un endroit où tu parles même de ton mari qui disait, ben, il essayait tout. Il faisait, il te posait des questions. Il m'amenait dans des endroits que j'aimais, tout ça. Mais il n'y avait rien qui fonctionnait, c'est ça. Donc, les gens vivent beaucoup d'impuissance et, entre autres, parce qu'on ne sait pas c'est quoi la dépression. C'est une maladie encore énormément ignorée. En fait, on ignore beaucoup. Il y a beaucoup d'ignorance, de manque d'information. On commence, Dieu merci, mais au début des années 2000, je te dirais déjà ça. Et les gens, tu sais, mettons que tu te coupes, tu fais que c'est physique, je vais savoir en général quoi faire. Aussi, je vois que tu tousses beaucoup, ou c'était les poumons, ben, je t'en ai au médecin, où les gens ont une idée de ce qu'il faut faire. S'ils ne sont pas des spécialistes. Mais là, les gens, on dirait qu'ils n'ont pas de repères. Ils n'ont pas de repères. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est là qu'il faut vraiment aller chercher de l'aide. Il faut s'informer, bien sûr. On a plus accès à l'information aujourd'hui, comme juste le web.
on a beaucoup plus accès à des ressources, des informations, beaucoup des associations, tout ce que tu veux. Dans le temps, c'était Far West Web, il n'y avait pas grand-chose. Donc, il faut que les gens aillent chercher de l'aide, de l'information, du soutien à tous les points de vue, parce que toute seule avec quelqu'un qui est en dépression, puis c'était pas ça, là. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer devant toi, là. Puis là, tu te dis, je vais essayer de l'aider, mais des fois, la personne, elle peut t'entraîner, parce que ça peut arriver, hein. Que quelqu'un qui est seul avec une autre personne en dépression, puis qui croit pouvoir la porter toute seule, ça peut être dangereux. OK. Et justement, ces symptômes-là, à part le fait que le contact ne se fait pas, Oui. je vais garder maintenant l'image de la voiture. C'est quoi les autres symptômes qui vont faire que la personne va savoir, OK, là, il y a quelque chose, il faut que je consulte? C'est que c'est la durée de ça. Tu sais, la déprime, des fois, on a des petits sentiments de, tu sais, on dirait que depuis 2-3 jours, je file pas, on dirait que j'ai plus envie de, là, absolument, je vais faire telle activité, j'ai pas le goût, on perd le goût des choses, le plaisir, hein, une fatigue s'installe. Mais quand c'est la dépression, c'est vraiment, ça dure des semaines au moins, là. Tu sais, quand ça commence à faire un mois, là, tu sais, je suis pas une psychothérapeute, je suis pas un médecin, mais de ce que j'ai pu lire et comprendre, c'est quand ça fait plus de quelques semaines là, que ça dure, là, tu es toujours dans cet état-là, là. Oui, là, il faut se poser des questions. Là. Il y a quelque chose qui se passe. Tu n'es pas obligé de tout de suite dire tu es en dépression majeure, c'est peut-être une dépression moins sévère, tout ça, mais d'aller consulter le plus rapidement possible. Psychologue, psychothérapeute, psychiatre, bon, mais ton médecin de famille déjà, c'est en un, une, mais d'aller consulter quelqu'un qui connaît les symptômes de la dépression, qui peut te faire un diagnostic, parce que c'est très important. S'auto-diagnostiquer, c'est pas évident. Mais je pense que c'est vraiment important d'aller voir quelqu'un qui connaît bien la maladie et qui va pouvoir t'aider à poser un diagnostic. Parce que c'est vraiment quand ça perdure. Moi, c'était vraiment ça. Là, ça faisait des semaines. Là, ça remontait pas. Là. Puis là, à un moment donné, bon. Puis j'avais déjà eu, bon, j'avais déjà eu, beaucoup plus jeune, une dépression. Donc, tu sais, je me disais, ça ressemble à ça. Est-ce que c'est ça? C'était du connu quand même. Oui, c'est ça. En même temps, on dirait que tu ne reconnais pas parce que tu n'es pas sûr. Des fois, c'est embêtant. Et il y a aussi des moments où tu parles de suicide dans le livre. J'ai un chapitre là-dessus. Exactement. Est-ce que tu veux en parler un peu du lien qu'il y a entre la dépression et l'envie de... Les idées noires. Les idées noires, les idées suicidaires. Oui. Ben, c'est sûr que, selon encore, là, c'est pas moi, c'est selon tout ce que j'ai lu, les études qui ont été faites, c'est connu que la dépression majeure peut conduire à ça. Disons que quand il y a eu acte de mettre fin à ses jours, une des causes les plus souvent corrélées, là, c'est la personne est en dépression majeure. Okay. Mais je ne voudrais surtout pas alarmer les gens de penser que tous les gens qui font une dépression majeure vont passer à l'acte. Non, non. Mais c'est ceux qui passent à l'acte, une des causes principales, ça va être la dépression majeure. Et justement, le fait qu'il y a une perte de sens dans la dépression, puis ça, j'en parle aussi, puis sensibiliser justement, c'est parce que la vie n'a plus de sens. Quand tu es dans cet état dépressif-là, il n'y a plus rien qui t'allume. Il n'y a plus rien qui te... tout ce que tu aimais, les gens que tu aimais, même, la vie n'est plus là, on dirait. La vie est éteinte. Alors, il n'y a plus de sens à ta vie. Tu cherches un sens, mais on dirait qu'il n'y en a plus. Et tu souffres énormément. Et comme je le dis souvent aux gens qui ne savent pas c'est quoi, les gens ont un repère sur la souffrance physique. On sait c'est quoi. Oui, j'ai mal aux dents, là, ou mal de tête, là, je vais m'arracher la tête. On sait de quoi on parle. Mais cette souffrance-là, psychique, psychologique, elle est plus difficile à repérer pour les gens qui ne l'ont pas connue, mais elle peut être d'une intensité incroyable. C'est d'une souffrance innommable. Je vois, tu me parles, puis je l'ai dans un tsunami. Intérieur. C'est comme quelque chose de sourd. Tu sais, c'est comme... Puis,
c'est comme quelque chose qui te tire. J'avais dit aussi, à un moment donné à quelqu'un, c'est comme, tu sais, une étoile noire, pas une étoile noire, mais un trou noir dans lequel tu es aspiré. Puis j'avais parlé de ça à quelqu'un, puis il dit, c'est drôle, tu dis ça, parce qu'une chercheure en santé mentale, je ne sais plus c'était quoi exactement son titre, puis elle avait parlé de ça. Bon, mais j'ai dit, c'est ça, alors on parle de la même chose. C'est comme un trou noir qui t'aspire, mais il y a quelque chose qui t'aspire en même temps, c'est comme, oh ouais, c'est comme si tu avais tout le poids du monde en même temps sur les épaules. C'est une espèce, ça t'écrase, hein, c'est un écrasement qui t'aspire vers là. Et cette souffrance-là, c'est ça qui peut, je dis, qui est très important à dire aux gens. L'acte de se suicider n'est pas un acte ni de courage, ni de lâcheté. Jamais. Je ne peux pas penser ça. C'est un acte de détresse et c'est pour mettre fin à des souffrances qui sont plus supportables. Et on a l'impression, comme il dit, ce n'est pas une option, c'est qu'on a l'impression, parce que nos perceptions, ça c'est important que je le dise aussi, toutes nos perceptions sont complètement erronées quand on est en dépression. Nos perceptions des choses ne sont pas les mêmes que quand on est dans un état en humeur normale. Parce que je vais donner un exemple qui est très concret que j'ai vécu, j'en parle dans mon livre. Avant que je me marie, j'ai perdu mon emploi et c'était une année extraordinaire, mais il y a des stress énormes parce que ça, je le dis aussi, c'est que les stress, quand il y en a trop c'est des déclencheurs. Moi, j'ai eu une année très 2000-2001, très stressante, mais avec des bons stress et des mauvais stress. C'est d'une pression qu'on a sur nous. Puis à un moment donné, la pression, tu peux t'effondrer. Justement, surtout si tu as une faille dans l'estime de soi, parce que je dis dans la reconstruction, c'est que l'estime de soi est au cœur du rétablissement. On en parlera. Mais bref, moi, j'avais perdu mon emploi un peu avant de me marier, donc j'étais inquiète financièrement, puis c'était inattendu, parce que la compagnie, ça ne marchait plus. Et mon mari, peu de temps après, lui aussi perd son emploi. Alors, et j'avais commencé à être dans un état, je ne savais pas, mais je commençais la dépression. Et ce qui se passe dans ton cerveau, c'est qu'il y a une zone dans ton cerveau, c'est dans l'amygdale, mais pas celle-ci, petite zone, où est-ce que c'est une zone d'identification qui personnalise les informations. Quand tu reçois les informations, elle personnalise les informations. Et cette zone-là, quand tu es en dépression, elle s'active continuellement, et particulièrement avec les informations négatives. Tu sais, quand on ne se prend le pas personnel, là. Alors, quand moi, je perdais mon emploi, bon, c'est ma faute. OK, qu'est-ce que j'ai fait, pas fait aussi? Hein? Quand mon mari a perdu son emploi, je lui porte malheur. Parce qu'il m'a dit, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, j'ai jamais perdu d'emploi, il y a toujours... C'est de ma faute. Ça aussi, on se sent très coupable aussi, c'est un état. Alors, on personnalise. Alors, c'est important de savoir que toutes nos perceptions changent. Donc, tu as la perception, tu peux avoir la perception à un moment donné, quand tu es dans le fond du baril de la dépression majeure, il n'y a aucune option. Il n'y a aucune option. Il n'y a aucune porte de sortie. Et c'est là que si tu as des idées noires qui commencent à t'envahir, qui s'arrivent souvent, qu'il peut y avoir à un moment donné, tu te dis, et si? Le et si? Puis malheureusement, le et si ça se concrétise, c'est soit que la personne, elle était pas entourée à ce moment-là, elle était seule, elle avait à portée de main quelque chose qui pouvait, tu sais, mais il y a beaucoup de sensibilisation à faire là-dessus aussi parce que je pense que c'est un des plus grands tabous encore dans notre société. Bien sûr, il y en a pas mal de tabous dans notre société. Oui. Mais justement, maintenant qu'on a dépeint un peu le tableau au niveau de la dépression, on sait ce que c'est, ça a plus de sens au niveau des symptômes et de l'état. On s'en sort. Oui. Dieu merci. On s'en sort. La majorité des gens s'en sortent, oui. Et puis j'espère que j'en suis une preuve vivante parce que je suis allée quand même pas mal loin. J'ai même eu, tu sais, des électrochocs qu'on appelle, électroconvulsivothérapie, c'est plus difficile à dire, le vrai temps scientifique. Mais moi, c'est ce qui m'a aidé au niveau neurochimique, justement. Mais oui, il y a de l'espoir, puis c'est pour ça le livre aussi, pour donner de l'espoir. Je donne des pistes de solutions, parce que ce n'est pas pour la vie, normalement, une dépression qui durerait toute la vie. Ça peut revenir, il peut y avoir des rechutes,
Mais il y a des moyens aussi de prévenir des rechutes, je crois, je pense. J'espère. En tout cas, pour ma part, c'est ce que j'ai appliqué, puis que je pense que d'autres personnes aussi le font à leur manière. Et avec, bon, oui, la médication, oui, ça peut être essentiel pour beaucoup de gens, mais ça ne suffit pas, évidemment. Il y a l'estime de soi aussi, dont tu parlais, oui. qui est la base. Dans la reconstruction du rétablissement, donc, on parle de psychothérapie. Alors, il faut que les gens... Oui, la médication, mais ça ne suffit pas. Ça va comme aider peut-être à réduire les symptômes, à recalibrer des choses. Mais il faut, c'est plus large, c'est tout ton être qui est touché. Donc, il faut aller vers ça, vers de l'aide, un soutien en psychothérapie et bien d'autres choses, l'alimentation, se connaître. C'est ça, j'allais bien dire, se connaître. Vraiment revenir à se connecter à soi. Oui, et se connaître, se reconnaître. Et se reconstruire. Et dans mon cas, moi, j'ai vu que la faille, c'était l'estime de soi, puis j'ai cru voir autour de moi qu'il y avait souvent cette faille-là qui était présente. Et donc, de reconstruire l'estime de soi, qui touche à beaucoup de choses. Et donc, les gens, aujourd'hui, je pense, en tout cas, qu'on a de plus en plus de possibilités d'avoir tous ces genres d'aide, de soutien, des ressources pour que les gens puissent se sortir de la dépression, vaincre la dépression. Et j'en ai des exemples autour de moi, plusieurs aussi. Et de faire en sorte que, comme quelqu'un qui a eu un cancer ou qui a un ACV, maladie cardiaque, il faut changer des choses après. Oui, on peut pas les anciennes habitudes. Non, parce que si tu reviens exactement comme avant la dépression, tu reprends toutes les mêmes choses, puis que tu te laisses, tu risques, oui, de te faire manger. Alors, il faut vraiment prendre ce temps-là, puis regarder, OK, qu'est-ce qui fait que, l'analyser un peu, le regarder, puis d'avoir justement du soutien pour le regarder avec des gens qui peuvent t'aider à ça. Et de dire, OK, alors il y a des choses que je dois transformer dans ma vie. Des choix peut-être que j'ai à refaire, trouver un nouveau sens à ta vie, peut-être, ou trouver un sens à ta vie, peut-être que tu étais en perte de sens, peut-être que tu étais quelqu'un qui t'en allait dans la direction qui n'était peut-être pas la bonne direction, peut-être que tu t'en mettais énormément sur les épaules, parce que ça j'en parle souvent, c'est qu'on est dans un monde de performance à tout prix, la pression est constante. On presse le citron et puis... pression. Alors, ça marche. Alors, c'est tout ça qu'il faut falloir revisiter, revoir, tu sais, puis réfléchir à comment te remettre sur les rails, revenir dans la vie, de quelle manière tu vas te repositionner. Puis ça, il y a des façons de le faire. Puis... Est-ce qu'on peut perdre des amis, perdre des gens dans ce processus-là? Une bonne question. Il y a des gens qui vont s'éloigner parce que ça leur fait peur, ils ne savent pas quoi faire, c'est pas nécessairement... et moi, je ne veux pas les juger, ça peut être épeurant, ça peut être dérangeant, ça peut être... c'est vraiment troublant parfois, ou ça remet en question des choses peut-être, puis toi, quand tu reviens, tu te transformes, peut-être que toi-même, tu vas... Il y a des gens qui étaient autour de toi qui n'étaient peut-être pas saines, ou en tout cas, que c'était pas des relations saines. Donc, tu peux perdre des gens, oui, dans le cours de processus, au cours de la transformation, pendant la maladie, après. Mais dans mon cas, je ne peux pas dire que j'ai vraiment... les gens qui étaient les plus importants, en tout cas, les essentiels, que ce soit les vrais amis, famille, mon mari, ils sont restés là, je ne les ai pas perdus. Puis, il y en a qui t'ont perdu de vue, peut-être, qui se sont éloignés un peu, pour toutes sortes de raisons, mais... Je pense que les personnes les plus essentielles qui sont... Le noyau reste là. Normalement reste là. Je dis bien normalement, je parle de mon expérience, je ne veux pas généraliser. Mais c'est une expérience difficile pour les gens autour. Mais justement, moi je lisais ça et je trouvais que même pour quelqu'un qui ne le vit pas pour soi-même, juste pour être informé que ça existe,
Ça peut être un collègue de travail, ça peut être... en fait, on ne doute pas, hein, notre belle-mère ou... Oui, n'importe qui autour de nous, dans notre entourage. C'est ça, mais de pouvoir être au courant de... Ben, ça existe. Oui, c'est quoi? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est vraiment comme un pays lointain, tu sais, c'est comme... C'est ça, ça arrive qu'aux autres. Oui. Tu sais, c'est comme si que ça arrivait qu'aux autres. Oui. Puis tant que ça ne touche pas mes proches, puis tant que ça ne touche pas, ben, je suis correcte. Oui, je suis à l'abri. Ben... C'est vrai que on a toujours, on espère toujours que ça va nous arrive pas. Je ne sais pas mon pire ennemi, comme je dis. Non, c'est ça. Mais en même temps, de savoir, en tout cas moi, ça m'a ouvert les yeux. Je connaissais, parce que de par mon métier, toutes les personnes en burn-out, dépression, je les réfère définitivement. Mais c'est vu de l'intérieur. C'est ça. Là, c'est ça que j'aime dans ce livre-là. Encore une fois, si vraiment vous avez un intérêt sur le sujet, parce que vous avez vraiment les visions, les différents angles et la manière dont tu t'es sortie. Et puis j'ai l'impression que ça fait de toi aujourd'hui une artiste différente. Oui, très juste. Ça teinte ton travail. Une personne différente, mais une artiste aussi. Oui, dans ton travail, les gens doivent sentir qu'il y a quelque chose de changé. Je ne sais pas si les gens le sentent, mais moi, je le sens. Je sais en tout cas que ma psychothérapeute, que j'avais vue, que je voyais avant d'être en dépression, que je consultais depuis quelques temps, et je l'ai revue après. Et je me rappellerai toujours la journée, je pense que c'était la première fois où je suis allée la voir après, quand je l'ai consultée après ma dépression, quand j'étais en rétablissement. Et puis qu'elle me regarde, et elle me fait... T'as changé. Il y a quelque chose qui a changé en toi, qui s'est déposé. Et c'est ça que je sentais. C'est comme si, avant, j'étais à la limite sur des pilotis, tu sais. Parce que je parle des assises dans la reconstruction, puis c'est ça. C'est comme si ma maison, je me disais, ma faille, je suis correcte, j'ai colmaté, mais il y a quelque chose qui n'était pas si bien comme c'était profond, pas si... On ne peut pas la voir en faille. Non. C'est pour ça aussi. On tourne autour, comme dit l'autre. Non. Ouais, ok, tu sais, comme dans la maison, tu fais, oui, c'est vrai qu'il y a une... Mais bon, on peut peinturer, on va mettre... Tapis, on va l'arranger, puis on va mettre un petit peu jusque-là, puis c'est beau, ça a l'air beau. Mais des fois, elle est très, très, très profonde, plus qu'on pense, tu sais. Et donc, elle, c'est comme si justement les racines... C'est comme si les racines étaient un peu toujours ou le pilotis, il y a quelque chose qui est un petit peu... Une fébrilité, une vulnérabilité, une fébrilité qui était sous-jacente, mais que ça paraissait pas nécessairement, tu sais, pour d'un l'œil. Mais elle qui me connaissait depuis un bon moment, puis qui m'avait vue, là, elle me voyait après, là, elle l'a vue. C'est comme, l'image arrête de faire ça. Tu sais, l'image fait... Ouais, c'est ancré. C'est ancré. Ancré, c'est assez. Voilà. Et donc, c'est sûr que comme artiste, mon approche, quand je fais des choses, quand je joue ou je chante ou je fais n'importe quoi, je me sens plus ancrée en moi. Tu dois savoir plus dire non et savoir ce qui est bon pour toi. Ça fait partie des assises, mettre je suppose. Les limites, se respecter. Il faut se respecter pour se faire respecter. Pour mettre ses limites, les gens ne les mettront pas pour toi, tes limites. Alors, il faut se connaître, il faut les connaître. C'est ça. Très une fois que tu te connais, tu arrives à prendre des décisions en fonction de les bonnes décisions. Les bonnes décisions. Pour toi. Ouais. Qui connaît mieux toi que toi? Qui te connaît le mieux dans le fond? T'sais, on a l'impression que toujours, en tout cas moi, c'est toujours les autres qui vont nous le dire. Ah oui, est-ce que tu bien? Est-ce que je suis correcte? Est-ce que je devrais faire ça? Penses-tu? On fait tout ça. Puis moi, je le regard de l'autre, je me rends compte. Je me suis rendu compte qu'il était trop important. Et donc, j'ai commencé à me réapproprier mon regard, à me l'aider et à cette capacité, cette connaissance de dire non, Mireille, c'est pas pour toi ça. Non, c'est pas bon pour toi. Ou pourquoi tu irais là? T'as pas envie? Ou tu sais, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux prouver? À qui tu veux faire plaisir encore? Hein? T'as encore besoin de faire plaisir? Est-ce que c'est nécessaire? Et finalement, ça revient à t'occuper de toi et en vérifiant quand tu aides les autres si tu as envie de les aider. Si tu as envie de faire les choses. Ben, c'est-à-dire que, tu sais, quand je te disais l'exemple, je sais pas si...
Ouais. Quand quelqu'un est en dépression, est en train de se noyer, Oui. là, tu essaies de l'aider, tu es la personne, bon. Mais tu ne peux pas bien aider quelqu'un si toi-même, tu n'es pas ancré. Tu n'es déjà pas assis. Tu vas perdre pied. Pas assis. Puis souvent, on ne sait pas qu'on n'est pas si bien ancré. Puis on est là, puis on veut la personne, puis on s'en occupe. C'est de la bonne volonté. C'est merveilleux à quelque part, c'est un don de soi, mais c'est périlleux. Donc, prendre soin de soi, se connaître, être bien ancré, c'est là que tu peux aider. Vraiment. Donc, les gens qui sont des proches aidants, là, que ce soit en santé mentale ou ailleurs, on leur apprend souvent, on leur dit attention, vous allez peut-être pouvoir vous retrouver, puis, vous allez tomber malade, vous allez vous épuiser, parce que là, vous ne prenez pas soin de vous, vous ne protégez pas assez, là. C'est correct, c'est un acte de dévouement, de dévotion, c'est magnifique. Mais tu pourras peut-être plus donner dans un mois parce que tu auras tout donné. Il faut se préserver aussi. C'est pas égoïste, même pas égocentriste, c'est une saine reconnaissance de nos limites et de ce qu'on peut, nos capacités. Et de toute façon, je le crois pour l'avoir expérimenté, parce que j'avais, avant de me reconstruire, justement, j'ai souvent essayé de sauver des gens, de les aider, mon Dieu, puis ça ne marchait pas de toute façon, puis je me perdais là-dedans. Et là, je le vois, quand j'essaie d'aider quelqu'un, je ne le fais pas de la même manière, et je me préserve. Oui, si tu vérifies aussi des fois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne demandent pas d'aide, puis on veut les aider aussi. Et tu as raison, c'est pas... Ça aussi, ça on marche est toujours pas. l'âme de sauveur, on veut. Oui, ça je l'avais, oui. Il y a une limite. La salvatrice, celle qui va ça, sauver le monde, ça, oui, ça j'ai fait limite tellement aussi, souvent. Puis, non, ça marche pas. Mais merci infiniment. Merci à toi, Zara, vraiment. de m'avoir reçu. C'est une belle... Avec plaisir. Les amis, je vais encore une fois vous mettre, comme d'habitude, les liens en bas de la vidéo. Alors, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, ça a été une belle entrevue. Merci infiniment. Merci à toi.